Pendant 14 ans, elle a été la première dame de France aux côtés de son époux François Mitterrand. Un rôle qu'il exposait à une pression médiatique maximale et qu'elle a aimé très modérément. Indépendante, militante dans l'âme, elle fonde en 1986 France Liberté, Fondation Danielle Mitterrand, une fondation qui agit en faveur des droits de l'homme et œuvre à la construction d'un monde solidaire, citoyen et responsable. Une fondation qu'elle dirige toujours aujourd'hui. Et en novembre 2007, elle sort le livre de ma mémoire, un livre qui nous livre sa vision de sa vie, une relecture de sa vie, et puis finalement aussi de l'histoire de France et même de l'histoire du monde. Danielle Mitterrand, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans VIP sur KTO, une invitation que vous avez acceptée, vous la laïque. Pourquoi accepter de venir dans une chaîne confessionnelle? Parce que toutes les tribunes sont des bonnes tribunes quand on défend une cause auquel on tient et qui mérite d'être défendue. Et qui dépasse finalement toutes les chapelles? Bien sûr. On va évoquer tout au long de cette émission celle que vous êtes, celle que vous avez été, la petite fille aussi que vous avez été. On va parler religion, évidemment. On va parler des valeurs. Moi, je voudrais qu'on fasse déjà un premier retour sur votre vie. C'est vrai qu'on vous cite souvent, et je sais que ça vous énerve prodigieusement, donc promis, je le ferai une fois dans l'émission et plus, comme l'ex-première dame de France. Et ça vous horripile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je ne peux pas dire que ça m'horripile, mais je pense que ça n'a pas lieu d'être. François a eu une longue carrière où il a été député, maire d'un village du Morvan, il a été ministre, il a été premier secrétaire du Parti Socialiste, et puis sa carrière l'a amené à ce bureau, parce que l'Élysée c'est un bureau où on travaille, à ce bureau qu'est l'Élysée. Bon, et il y a autour de une espèce de mythe autour de cette fonction qui dénature la personnalité des gens qui occupent ce palais, comme on dit. Bon. Et moi, je ne me suis pas du tout reconnue dans ce rôle qu'on voulait bien me faire jouer, qu'on veut faire jouer à toutes les soi-disant première dame de France. Qu'est-ce que ça veut dire, première dame de France? Pour moi, ça ne veut rien dire. C'était le côté femme de, 3 petits points de suspension? Non, parce que femme de, je le suis. J'étais la femme de François Mitterrand, mais je n'étais pas la femme du président de la République. D'accord. Vous n'étiez pas en tout cas réduite à ce rôle. D'ailleurs, ce rôle que vous avez refusé finalement. Que je n'ai pas refusé, mais que j'ai adapté à ma personnalité, que j'ai utilisé d'ailleurs, parce que le fait d'être sur le devant de la scène me permettait de développer plus largement et d'une façon plus, comment dirais-je, tonitruante, si je puis dire, les causes que je défendais. Mais ça reste quand même un bon souvenir, ces 14 années. C'est les souvenirs d'une vie intense, très, comment dirais-je, animée, où j'ai pu faire beaucoup de choses très intéressantes, qui m'a mis en contact avec non seulement des personnalités, mais aussi des populations, parce que moi j'allais au-devant des peuples que j'avais l'occasion de rencontrer, et non, ça a été certainement une vie très intense. Pour vous, il y a un avant et un après? Il se situe là, l'avant et l'après, dans votre vie? Non. Oui, il y a eu un avant et un après, mais bien avant, qui était en 59, au moment de l'affaire de l'Observatoire, il y a eu... la fusillade. C'est ça. L'attentat. Oui. Pourquoi à ce moment-là précisément, alors qu'il y a eu d'autres drames finalement dans votre vie? Je crois savoir que vous avez échappé à un attentat, vous, avec bien Bernard Kouchner. Enfin, je pense à celui-là, mais bien plus tard. Pourquoi la fusillade de l'Observatoire? C'est pas la fusillade, c'est tout le contexte d'une machination qui a été horrible. Comment on veut démolir un homme, comment on veut d'abord l'assassiner et ensuite le déshonorer si l'attentat n'a pas réussi. Et surtout, ce que l'humanité
comment l'humanité se révèle à ce moment-là. Ceux qui, la veille, étaient des amis intimes et énamourés sont devenus des gens totalement indifférents. C'est la calomnie qui se laisse aller à la rumeur. Et non, pour moi, ça a été une découverte de l'humanité qui fait que dans ma vie, il y a eu avant et après 59. Avant, vous avez toutes vos illusions, et après avant, vous en avez perdu je croyais en l'amitié, en l'homme. En l'homme, et ensuite je me suis aperçue qu'un petit caillou peut détourner complètement, et on ne voit plus les gens sous le même jour. Oui, on est allé à l'époque jusqu'à dire que votre époux François Mitterrand avait même tout manigancé. C'est une sorte de... On a dit beaucoup de choses. Qui vous ont en tout cas blessé. Tout ça s'est révélé ensuite, puisqu'il y a eu l'instruction. Il n'y a jamais eu le procès, parce que le procès aurait démontré justement la machination, aurait sans doute découvert les manipulateurs, et ça ne devait pas être ainsi, et le procès n'a jamais eu lieu, il n'est toujours pas jugé. Je voudrais faire un lien qui va peut-être vous paraître un peu audacieux, mais tant pis, je me lance. Il y a ces 14 ans d'années, on va dire, présidentielles au Palais de l'Élysée, et bien en amont, dans votre vie, il y a eu les années de résistance, à 16 ans, quand vous êtes rentré dans la résistance. Là, vous avez rencontré d'ailleurs François Mitterrand. J'ai l'impression que les années à l'Élysée ont été largement plus difficiles que celles de résistance. Non, me trompe, on peut pas dans dire, des contextes très totalement différents. Et puis l'histoire évolue. Moi, j'ai évolué. J'avais 16 ans, j'étais une jeune fille, même une petite fille, on peut dire. Assez idéaliste. Assez idéaliste. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Ce sont des rapprochements qu'on ne peut pas faire. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, vous aviez foi en l'homme, malgré la guerre, malgré les circonstances. Mais j'ai toujours foi en l'homme. Ah, toujours. Autrement, je ne ferais plus rien. Il y a l'instinct de conservation de la vie qui me fait agir aujourd'hui, malgré tout. Malgré toutes les déceptions que l'on peut avoir, et toutes les craintes surtout que l'on peut nourrir aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'espèce humaine est en danger aujourd'hui, mais j'espère aussi que cet instinct de conservation de la vie le réveillera suffisamment tôt pour qu'on n'aille pas jusqu'à la catastrophe. Avant qu'on en vienne à parler un peu de l'action de votre fondation, de France Liberté, je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on revienne à votre enfance, à cette petite fille très choyée, peut-être même petite fille préférée de ses parents. On peut peut-être dire ça un peu comme ça. Préférée, c'était difficile parce que mes aînés étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils étaient déjà étudiants et très très vite dans la vie pratique et dans la vie, alors que moi j'étais encore une petite fille, donc j'étais un peu élevée comme une enfant unique, donc je ne peux pas dire que j'étais préférée. Et vous en gardez quel souvenir de cette petite Danielle Gouze, qui était donc votre nom de jeune fille? C'est vrai que j'étais particulièrement choyée, protégée. C'est une petite fille assez vive quand même. J'avais mes réactions, je détestais la justice. Je réagissais contre la justice, j'aimais déjà la vie, j'aimais aller au secours de ceux qui étaient en danger, j'aimais restaurer ce qui était en train de se détruire. C'est vrai qu'il y a un fil conducteur dans ma vie qui m'a conduite à agir comme je l'ai fait. Très influencé par votre papa qui était instituteur. Mon père était d'abord instituteur, ma mère aussi, ils étaient instituteurs tous les deux. Très radical socialiste, lui franc-maçon. Très socialiste, très franc-maçon. Puis avec un caractère très affirmé. Oui, c'était un homme qui avait une grande rigueur, qui avait le sens de... comment dirais-je, des principes qui l'ont conduit dans la vie. Très très vite, il m'a mis en face de ma conscience comme comment dirais-je, un censeur. Et la conscience, elle ne pardonne pas.
Ils vous ont transmis quelles valeurs, vos parents? D'abord, regarder autour de soi, savoir qu'on n'est pas seul dans la vie, qu'on est concerné par les autres, avoir un regard sur les autres, être respectueux des autres, savoir où sont les limites de la liberté pour qu'elle n'entame pas celles des autres, la solidarité, une vie harmonieuse. Dans le, comment dirais-je, être très précautionneux. Très économe aussi, parce que ça n'a pas toujours été facile sur un plan financier. Oh, à la maison, on ne parlait pas d'argent. Non, mon père avait un salaire, enfin, on vivait ça. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'argent chez moi. Pendant la guerre, où c'était très difficile, parce que mon père a été donc limogé au début de la guerre. Il n'avait pas de salaire. On a eu la chance d'avoir un toit et un petit bout de terrain qui nous a permis d'avoir un jardin. Donc, mais l'argent n'a jamais été comment dirais-je, une motivation de l'instant où c'était suffisant pour pouvoir vivre dignement et convenablement. Nous ne recherchions pas la fortune. D'ailleurs, l'argent, c'est toujours un thème aujourd'hui qui vous énerve particulièrement quand il vient trop sur le devant de la scène, quand il intéresse trop vos contemporains. Qui ne m'énerve pas, mais il faut rendre à l'argent sa véritable mission, c'est-à-dire d'être un argent qui sert à représenter la valeur des termes de l'échange, mais qui ne devient pas un maître à penser comme il l'est actuellement, et un maître à penser dictatorial, si je puis dire. C'est une véritable dictature de l'argent. L'économie mondiale aujourd'hui est une dictature. Alors ça, c'est la lectrice d'ouvrages d'économie. Vous m'avez confié, en préparant l'émission, lire beaucoup de livres d'économie. C'était votre principale lecture, d'ailleurs. Depuis ça fait plusieurs années que nous travaillons sur les nouveaux indicateurs de richesse, qui justement sont l'expression de cette politique de demain qui donnera à l'argent sa véritable mission. C'est vrai que je lis beaucoup de livres sur l'économie, les livres de Vivray, de Gadret, de René Passé, tout ça je ne veux pas dire mes livres de chevet, mais enfin mes livres de travail et d'études. Alors revenons à la petite Danielle Gouze. Vous êtes née à Verdun. Je suis née à Verdun. Mais bon, vos racines, elles sont quand même bourguignonnes. Hein. Elles sont dans le Mâconnais, dans en Saône-et-Loire. Je suis née au gré des mutations de mon père, qui était donc un fonctionnaire national, et qui est passé d'Embrun à Verdun, de Verdun à Dinan en Bretagne, ensuite revenir dans la vallée du Rhône à Villefranche. Ça, c'est le sort des enfants de fonctionnaires. Mais la Bourgogne, alors, ça représente quoi pour vous? Parce que là sont les racines de la famille Gouze. C'est tous mes ancêtres sont bourguignons. Mon vigneron, du beau nom de Lavigne, mais ma grand-mère s'appelait Jeanne Lavigne. Comment dirais-je, mon grand-père était marchand de parapluies à Cluny. Cluny qui est cette ville à l'abbaye somptueuse, si je puis dire. Vous savez que la nef de l'abbaye de Cluny était plus grande que celle de Saint-Pierre de Rome, que c'est une des d'ailleurs, les Clunisiens ont eu une grande histoire dans les... C'est vrai qu'aujourd'hui, à Cluny, il n'y a plus grand-chose à voir, non, mais ça reste un lieu sublime. Et ce qui est dramatique, c'est que on aurait pu penser que c'est la Révolution qui avait détruit l'abbaye, et pas du tout. La Révolution l'avait respectée et tout à fait laissée en l'état, mais il n'y avait plus de moines. Donc plus personne pour l'entretenir, et puis c'est devenu
une carrière, c'est-à-dire que chacun venait chercher les pierres de l'abbaye pour construire sa maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Cluny, on voit des maisons... des maisons magnifiques. Magnifiques, avec des sculptures de l'abbaye. Oui, et c'est très dommage que cette abbaye... Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce sont des ruines. On découvre les ruines, on les protège et ça devient un lieu de pèlerinage et touristique très, très prisé. Alors la Bourgogne, il y a eu la Bourgogne du Sud qui est la Bourgogne de votre enfance. Il y a la Bourgogne qu'on va dire du Nord qui est de Nivernais, qui est la terre politique de François Mitterrand. Finalement, vous ne l'aurez jamais vraiment quitté, cette Bourgogne, parcourue de long, en large, en travers. C'est vrai que... Et puis c'est une région que non seulement que j'aime beaucoup, mais qui a des raisons d'être... mais c'est très, très harmonieux, comme les lignes des collines de la vallée de la Garonne. Moi, je trouve que c'est une jeunesse passée dans cette région est une jeunesse privilégiée. On a commencé tout à l'heure à évoquer un tout petit peu la période de la résistance. Je voudrais qu'on y revienne. Je disais en introduction que vous étiez quelqu'un d'assez indépendante, plutôt quelqu'un de terrain, militante. Donc évidemment, on vous imagine bien dans la résistance sur le terrain. Qu'est-ce qui a fait qu'à 16 ans, vous vous êtes engagé ? Bien, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, mon père a été donc limogé par le gouvernement de Vichy, ne voulant pas répondre à l'injonction de donner la liste des enfants juifs de son établissement. Bon, très bien, de l'instant où il était devenu personne, puisque... Oui. Et naturellement, la maison est devenue un centre de rassemblement, de rencontre des résistants de la région, des résistants nationaux, c'est-à-dire des réseaux. Et puis il y a eu ce qu'on a appelé les maquis, un peu plus tard, et moi je suis véritablement entrée... active dans l'activité au moment des maquis, bon, parce qu'il y avait eu une bataille dans les environs, des blessés, que manifestement ils cherchaient de l'aide pour soigner ces blessés, et que nous étions de jeunes filles et nous nous sommes présentées. Voilà comment nous avons vécu dans les bois, dans des hôpitaux de fortune, dans des granges, etc. Et que nous avons vécu la vie des maquis. Mais qui était, comment dirais-je, c'était deux façons de résister très différentes. Mes parents étaient dans une résistance nationale, c'est-à-dire les réseaux nationaux avec combat. Ma mère tapait le soir les stencils pour l'imprimerie du journal Combat. Nous avons reçu les résistants de plusieurs réseaux du CNR qui se sont rassemblés à la maison. Ouais, mon père était fiché, il a dû plusieurs fois quitter la maison, plusieurs fois nous avons tremblé parce que la Gestapo est venue faire des descentes. Bon, c'était une vie, comment dirais-je, sur le qui-vive en permanence. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré notamment Bertie Albrecht, qui est quelqu'un qui... Bertie Albrecht et Henri Freinet ont habité la maison pendant un certain temps. Et elle a été arrêtée en sortant de chez nous, justement en transportant ces fameux stencils du journal Combat qu'elle allait remettre à un correspondant. Et elle a été prise entre-temps. Et elle s'est pendue? On ne sait pas exactement comment elle est morte. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est sortie de cet hôtel qui était habité par la Gestapo après avoir été torturée vraiment dans des conditions épouvantables, transportée à Paris. Et là, est-ce qu'elle a été exécutée? Est-ce qu'elle s'est pendue? On pense plutôt qu'elle s'est pendue.
C'est quelqu'un qui a marqué votre vie de jeune femme? Oui, c'était une femme remarquable, vraiment remarquable, qui inspirait un grand respect pour son courage, pour sa détermination, pour ses idées claires. C'était une femme qui avait vécu avant la guerre pour une vie sociale qu'elle avait décidée, puisqu'elle-même n'avait pas du tout besoin de travailler pour vivre. Elle était d'une famille plutôt aisée, mais elle a voulu défendre la cause des femmes au travail. Non, c'était vraiment une femme remarquable. C'est quelqu'un à qui vous pensez dans les combats que vous menez aujourd'hui, notamment avec votre fondation? Est-ce que, je sais pas, des mots qu'elle a pu vous dire, ou sa manière d'être ou de faire, c'est quelqu'un qui vous accompagne? C'est de ces personnages qui sont toujours présents quelque part dans toutes les actions que nous pouvons mener. Même si je ne l'évoque pas, elle fait partie de ceux qui sont là. Vous avez été élevé, d'ailleurs vous y consacrez plusieurs lignes dans le livre de ma mémoire. Je n'ai pas cité l'éditeur, tiens. Jean-Claude, oula, dites-le-moi vous. Gazevitch. Gazevitch, éditeur. Vous consacrez un chapitre notamment que vous intitulez, je crois, Bienheureuse laïcité. Enfin, en tout cas, vous avez été élevé dans un environnement laïque et vous en savez gré à vos parents. C'est vraiment quelque chose, voilà, pas d'éducation religieuse marquée. Non, mais laïque veut dire respect de oui, entendons-nous sur ce qu'on appelle laïcité. De toutes les religions. Moi, je vous dis, mes parents m'ont donné comme maître à penser très rigoriste, si je puis dire. Vous savez comment j'ai découvert, comment j'ai appris ce qu'était la conscience. Cette directrice dont nous parlions tout à l'heure et qui était très... On est à Dinan, là. On est à Dinan. Vous êtes scolarisée à Dinan. J'étais petite fille, j'avais 6-8 ans. Et qui ne m'aimait pas du tout parce qu'elle n'aimait pas mon père. Et m'avait un peu prise comme otage pour, en définitive, blesser mon père. Le problème, c'est que vous étiez la meilleure élève de la classe, non? Nous étions deux. Et d'ailleurs, deux très amis. C'était une très bonne camarade. Et nous n'avions pas de problème entre nous. Il n'y avait pas de compétitivité entre nous. On était heureuses toutes les deux d'être les deux meilleures élèves de la classe. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, pourquoi j'ai subi cette injustice, parce qu'elle m'avait privé de bonbons que j'avais mérités, etc., etc. Bon. Et elle me dit qu'elle me privait de ces bonbons, donc, parce que je n'avais pas la conscience tranquille. Et j'étais bien surprise, j'ai pas la conscience tranquille, alors je pose la question à ma mère, et je lui dis, maman, dis-moi, comment je peux demander à ma conscience si elle est tranquille? Et maman me dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Et elle me dit, écoute, si tu fais quelque chose et que tu te dises, ça je pourrais pas le dire à maman, c'est que ta conscience n'est pas tranquille. Mais si tu fais quelque chose et que tu dis, je vais le dire à maman, alors c'est que tu as la conscience tranquille. Et ça m'a mené toute ma vie. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, bon, est-ce que je peux en être fière ou est-ce que je vais... ça me gêne un peu. Et ça a été le fil conducteur de ma vie. Et je crois que la conscience, vous savez, elle est très sévère. Et elle ne pardonne pas. Donc il vaut mieux être en bonne entente avec elle. Est-ce que la question de Dieu, à un moment plus particulier de votre vie, s'est posée, de l'existence de Dieu? Enfin, est-ce qu'il existe déjà pour vous? Ou est-ce que c'est une notion totalement abstraite? Quelle place il tient dans vos réflexions? Je crois que je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens. On aura plein de courriers alors. Mais je le dis comme je pense. Je crois que Dieu n'a pas fait l'homme à son image,
mais que c'est l'homme qui a fait Dieu à son image. Et bon, il a besoin de s'adorer. Et bon, ben c'est ainsi. Ça dit, ce que vous dites peut parler aux croyants quand même, parce qu'il n'est pas complètement faux qu'on a tendance à ramener Dieu à ce qu'on connaît de nous et à ne pas accepter que ce soit un mystère absolu. Sans doute. Puis quand on apprend aujourd'hui, par exemple, Mère Teresa, que je connaissais très bien, parce que j'ai fait beaucoup de choses avec elle quand elle était en Inde. Je suis allée en Inde, je l'ai rencontrée en Inde, sur un orphelinat en particulier. Et quand on voit qu'aujourd'hui elle-même doutait, cette femme qui est une sainte, on se dit, bon, qui croit en qui en définitive? Ah, ça vous pose question. C'est drôle, hein, parce que visiblement ça a beaucoup ébranlé le monde, enfin oui, le monde catholique peut-être et au-delà, le fait qu'on découvre que Mère Teresa a beaucoup douté, mais pour moi le doute est complètement inhérent à la foi, non? Je crois que c'est Bernanos qui disait que la foi c'était... je ne sais plus, 23 heures de doute et 1 heure de croyance. C'est à peu près ça, c'est approximatif ce que je vous dis. Mais, oui, moi, ça ne m'a pas trop surpris en fait. Ça ne vous a pas trop surpris? Non, parce qu'on peut douter en Dieu en restant dans ça pourrait ne pas surprendre pour beaucoup de personnes, mais elle, justement... Pour vous, c'était un roc, quoi. Oui. C'était un roc. Oui. Et je ne pouvais pas penser une seconde que cette femme que j'ai connue, qui... était tellement sereine. Cette sérénité, elle ne peut venir que d'une foi absolue. Et il semblerait que non. Mais ce qui n'empêche qu'elle pouvait avoir cette foi absolue aussi. Je pense qu'on peut être 100% avoir la foi et 100% douter aussi. Enfin, moi, ça ne me paraît pas antinomique. Surtout que vous passez votre temps avec les curés, vous. Ça a dû finir par déteindre quand même. Je pense au père Pedro à Madagascar que vous avez aidé. Mais justement, c'est ces amitiés-là qui me confortent en définitive dans qu'est-ce que je vais dire, mon athéisme. En fréquentant le père Pedro à Madagascar, le père Henri Burin-Desrosiers au Brésil, il y a qui encore le père Tritz en Philippines, le père Romero au Salvador, qui a été assassiné. Des gens d'une grande générosité, qui ont agi et qui aiment. Ce sont des gens qui aiment la vie, qui aiment les hommes. Ils aiment peut-être Dieu, mais ils aiment avant tout la vie. Mais d'un amour qui est donné par Dieu. Ce sont des gens, si vous les interrogez, qui jamais n'auraient bougé, entre guillemets, s'ils n'avaient pas cette moi aussi, j'aime les hommes. certitude. Moi aussi, j'aime la vie. On n'a pas le même aspirateur, si je puis dire, mais on a en tout cas le même amour. Et c'est ça qui nous a rapprochés. Je vais faire une petite aparté. Je crois que vous êtes assez admirative du monde des abeilles. J'ai été apicultrice à un moment, oui. Oui. Est-ce que vous faites des parallèles entre le monde des abeilles, l'organisation des abeilles, la vie d'une ruche, et est-ce que je sais pas, vous faites des parallèles avec notre société, avec ce que vous découvrez dans certains pays? Non, parce que les abeilles ont fait quelque chose de parfait et elles se sont arrêtées là. Tandis que les hommes font des choses imparfaites, mais ils évoluent toujours, ils continuent toujours à évoluer. Donc, vous savez, personne ne fera aussi bien et d'une façon aussi parfaite les petites alvéoles dans lesquelles ils mettent leur miel. Quand on regarde les cadres, c'est quelque chose de fabuleux, le travail des abeilles. Je suis bien contente de ne pas vous interviewer. Je ne sais pas, elles sont où vos ruches à la Je n'en ai plus. Non, vous n'en avez plus. Je n'en ai plus, parce que j'avais un apiculteur qui travaillait avec moi, parce que j'étais très maladroite. Et quand il s'agissait de ramasser le miel, souvent je me suis fait piquer, parce que je ne savais, j'avais pas très... Il faut une méthode. Il faut être très habile. Et puis, il faut avoir je crois que les abeilles savent, d'ailleurs comme tous les animaux, ils savent quand on n'a pas peur. Moi, j'étais toujours un peu craintive quand même. Et j'étais maladroite. Donc, j'avais un apiculteur qui venait m'aider. Et le jour où il est mort, je me suis séparée des ruches. C'est vrai que vous emmeniez les journalistes récolter le miel avec vous? Non, pas du tout. C'est un jour. C'est de la légende. C'est un jour où il y avait un journaliste, d'ailleurs je crois que c'était El Kabash. Ah, El Kabash, d'accord. Oui, on lui demandera. Qui était avec François, qui faisait une interview à François. Puis c'était un jour justement où cet apiculteur était là, où on relevait le miel. Il a voulu venir voir, il s'est fait piquer. Et voilà comment la légende des journalistes, c'est absolument fortuit. Vous me disiez, quand on a préparé l'émission, que la valeur que vous vouliez mettre en avant,
c'est une valeur pas banale. Hein. Je me demande même si vous n'êtes pas la première en 5 ans à la choisir. C'était la vérité. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'hypocrisie et de mensonges permanents. Et on a besoin de vérité. Et pour moi, c'est une valeur qui prend toute son ampleur parce que c'est un besoin, c'est une nécessité de revenir à la vérité. Aujourd'hui, c'est à qui cachera on met en avant une situation pour en camoufler une autre. En disant ça, par exemple, je pense aux Tibétains. Aujourd'hui, le drame des Tibétains, il semblerait qu'on le découvre. Il semblerait que le monde entier découvre que les Tibétains... Enfin, c'est pas nouveau, pourtant. Moi, ça fait 22 ans que la première fois, j'ai reçu le Dalai Lama à France Liberté, alors que personne ne voulait le recevoir en France, qu'il était banni de la France, et que j'ai pu le recevoir. Donc il est venu à la Fondation, et j'avais même organisé un dîner à la Fondation, et j'avais invité le président de la République de l'époque, qui était François, qui était venu. Et je m'attendais à ce que cette rencontre change un peu l'histoire et sorte des préjugés de tout ce qu'on pouvait raconter sur les Tibétains. Déception. Bon. On a dénoncé les violations des droits de l'homme. On a véritablement, pendant 20 ans, j'ai essayé de faire connaître cette situation. Nous avons aidé les Tibétains à reconstruire leur école à Dharamsala. Nous avons aidé leur théâtre, qui est leur expression. Bon, la Fondation a fait un travail considérable. Tout ça dans le silence le plus absolu. Impossible de faire reconnaître ce travail et de mettre en avant la situation. Pourquoi? Bon. Ensuite, d'ailleurs, moi, la Fondation, ça m'a valu le risque de perdre le statut de consultant à l'ONU, parce que le Conseil de sécurité, où il y a la Chine, la Chine avait demandé à ce que ce statut nous soit retiré. Bon, le Conseil de sécurité ne l'a pas suivi, nous l'avons gardé, mais tout ce que nous avons pu faire pendant 20 ans avec le Dalai Lama, c'est resté lettre morte. Et aujourd'hui, pourquoi? À cause des Jeux Olympiques, les gens semblent se réveiller et reconnaître qu'il y a un problème avec les Tibétains. Et tout ça, c'est encore pour, comment dirais-je, égarer. Alors on focalise, est-ce qu'on boycotte, est-ce qu'on boycotte pas? Ça n'a aucune importance de boycotter. Ça n'arrangera rien à la situation des Tibétains, qui a une seule urgence. C'est tout simplement dire aux Chinois, on ne fait pas de commerce avec vous, et actuellement, il n'y a que ça qui compte. Alors, vous comprenez, aujourd'hui, moi je voudrais bien qu'on parle vraiment des choses telles qu'elles sont, et pas toujours contourner. L'hypocrisie et le mensonge sont monnaie courante en permanence. Alors on a... si seulement on pouvait un peu dire la vérité, alors la vérité reprendrait toute sa valeur. Vous savez que la vérité, c'est ce que recherchent les catholiques, hein. Vous allez faire bicher nos téléspectateurs. Eh bien, ils ont raison. Ah, ils cherchent la vérité. Je la cherche avec eux. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Dixit un certain Jésus. Parlons déjà de ce que vous avez autour du cou. Tiens, vous avez un drôle d'emblème que les Français reconnaîtront. C'est l'emblème du président de la République, François Mitterrand, puisque chaque président a son emblème. Et c'est le chêne et l'olivier. Le chêne qui est la justice, l'arbre de la justice, et l'olivier, la paix. Et lorsqu'en 86, lorsque j'ai créé la Fondation,
François, qui ne pensait pas du tout se représenter pour un deuxième mandat, moi j'aimais beaucoup cet emblème et je lui ai demandé s'il me le donnait pour la Fondation, ce qu'il a fait, et aujourd'hui c'est devenu celui de la Fondation. La Fondation. Quand vous Liberté. l'avez créé en 1986, vous aviez en tête des idéaux, des grands combats à mener. Aujourd'hui, vous avez assez de recul. Depuis 1986, ça fait quoi? Ça fait 22 ans. Vous portez quel jugement sur les actions menées par la Fondation France Liberté? La Fondation, c'est la défense des droits de l'homme et le droit des peuples. Ça s'est élargi à d'autres choses depuis. C'est le droit des peuples. Non, c'est la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Le droit des Je pensais au peuples combat pour à l'eau. l'autodétermination. Mais le jour où on reçoit des témoignages de plus en plus récurrents sur la crainte de manquer d'eau potable, la Fondation a compris qu'on ne pourrait plus défendre les droits de l'homme s'il n'y avait pas d'eau potable, puisque l'homme ne peut pas vivre sans eau. Si bien que pour nous, la cause de l'eau est devenue le préalable à toute défense des droits de l'homme. Et c'est pour ça que la Fondation a aujourd'hui comme priorité, si je puis dire, la défense des droits de l'eau. Le droit de l'eau, c'est un droit aussi parce que l'eau, c'est la vie. Donc c'est le droit à la vie. C'était la journée de l'eau il y a au mois de mars, oui, le 22 mars. Le 22 mars. C'est important pour vous qu'il y ait une journée de l'eau spécifiquement? Ça aide à communiquer peut-être un peu plus, non? Oui, ce jour-là, on en parle un peu plus, mais nous, on en parle tous les jours, à toutes les heures. Donc pour nous, qu'il y ait une journée, qu'il y ait une décennie, qu'il y ait... ça n'a pas d'importance. Le combat, il est quotidien, il est permanent. En fait, le but de la Fondation, c'est aussi d'allouer de l'argent à d'autres gens qui mènent des combats. On parlait du père Henri Burin-Desrosiers au Brésil, le père Pedro à Madagascar, vous l'avez aidé à monter un hôpital. Ça part là où on a besoin d'argent, vous essayez de vous positionner pour suivre les projets. C'est pas où on a besoin d'argent, c'est où on a besoin de mieux vivre. Et si l'argent est nécessaire, c'est pas toujours de l'argent. Ça peut être aussi des conseils, ça peut être de l'aide matérielle. C'est pas toujours de l'argent, mais c'est le projet, c'est le programme et les besoins de la population qui en bénéficiera qui est important. C'est pas l'argent qui est important. Est-ce qu'il y a des pays où vous n'êtes pas encore intervenu et où vous savez qu'il y a des besoins et où vous aimeriez intervenir, mais pour des raisons peut-être politiques, par exemple? Non. Vous n'avez pas pu intervenir? Non, nous n'intervenons que si on nous appelle, la façon dont travaille la Fondation, elle reçoit un témoignage qui finit par, évidemment, déboucher sur un projet, sur une participation sur un projet. Et c'est cette participation, mais le projet, il est toujours mené, les maîtres d'œuvre sont les populations locales. Vous êtes fier d'avoir fondé France Liberté? Vous êtes fier du travail accompli jusqu'ici? On a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses. Ça nous a aussi ouvert des possibilités d'échanges, de rencontres avec des populations que l'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. En Amérique latine, par exemple, j'ai découvert les Amérindiens. J'ai découvert que c'était eux qui étaient les véritables tenants de la démocratie. Qu'aujourd'hui, dans la mondialisation que nous connaissons, il n'y a plus de démocratie nulle part. Et c'est pas parce qu'on vote une fois de temps en temps on est en démocratie, et que les Amérindiens ont gardé peut-être depuis 5 siècles le véritable sens de la démocratie. On le redécouvre avec eux. Et en 1992, lorsque j'avais assisté à une grande marche des Amérindiens de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud, qui avait eu lieu au Guatemala, à Quetzaltenango, au retour, j'avais dit à François, j'ai jamais entendu un discours sur la démocratie aussi frappant et aussi explicatif de ce que peut être une démocratie. Et François m'avait dit, tu as peut-être raison,
quand je lui disais qu'on retrouverait la démocratie grâce à ces Amérindiens. Il m'a dit, tu as sans doute raison, mais c'est trop tôt. Et ça, c'était en 92. Je me demande si aujourd'hui il me dirait la même chose, parce que je sais qu'aujourd'hui, déjà, le sens de la démocratie réhabite l'esprit des gens. Peut-être pas de ceux qui décident, mais en tout cas dans la population. Je vous ai demandé de choisir un bout de lecture, ce que vous vouliez. Vous êtes arrivé avec un texte justement de François Mitterrand, et justement qui parle de la démocratie. Est-ce qu'on peut rappeler le titre du livre dans lequel vous êtes La paille et le grain, tout simplement La paille et le grain. Quand vous m'avez demandé de chercher un texte que j'aurais envie de lire, ce livre m'est tombé sous l'œil. J'ai dit pourquoi pas celui-là. Et c'est justement, ça se termine par la démocratie moderne. Et la démocratie moderne, c'est la conjugaison de la démocratie élective et de la démocratie participative. Et c'est l'exemple même, il a écrit ça en 1975, de ce que nous essayons aujourd'hui de mettre en lumière, c'est que peut être une démocratie participative. Alors c'est un long chapitre sur justement la Nièvre. Et il dit, à Chaumont, où l'on veut vivre, on attend de pied ferme la loi Marcellin. Alors vous, ça vous dit rien, peut-être la loi Marcellin, mais c'était une loi qui voulait supprimer de nombreuses petites municipalités qui avaient peu d'habitants, et il voulait les supprimer. Et alors, je continue. Je ne connais pas une commune de la Nièvre qui accepte de disparaître. Moissy, Molineaux, à 2 lieues de Chaumont, n'a que 26 habitants, mais menace de lever les fourches à la première alerte. Sur les 38 000 communes de France, à l'époque il y en avait 38 000, combien réagissent ainsi? Presque toutes. Pour ne rien sceller, je les approuve, disait François. Tant pis si les têtes d'œufs qui régentent Paris se renfrognent. Apparemment, elles ont la partie belle. Le nationalisme de Lilliput semblera dérisoire. Mais moi, je m'émerveille de cette infrastructure. 500 000 conseillers municipaux, sans compter ceux qui voudraient l'être. 500 000 bénévoles au service des autres. Cela vaut mieux pour la démocratie qu'un régiment de sous-préfets. Je me plaindrais plutôt qu'il n'y eut pas dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque hameau, des animateurs que relégueraient des associations de locataires, de parents d'élèves, d'usagers de transport en commun, des clubs sportifs, des syndicats d'initiative, des comités de fête, et qui seraient obligatoirement consultés par les élus du suffrage universel sur les sujets de leurs compétences. Décentralisé, maître mot de la démocratie moderne. Et c'est la description même de ce que pourrait être une démocratie participative. Vous dites que ça date de 1975. 75. Merci beaucoup. Pour revenir à la Fondation France Liberté, qui, au fur et à mesure, on a dérivé vers la démocratie, on a l'impression que ce combat, ces combats que vous venez, finalement, c'est ce qui vous tient debout aussi. C'est ce qui a donné un sens à votre vie, en tout cas à cette, on va dire, deuxième partie de votre vie. Est-ce que c'est ça, oui ou non? C'est la trame de ma vie. Je ne vois pas ce que je pourrais faire si tous les matins je ne me levais pas en me disant je vais à la Fondation, j'ai tel projet à défendre, j'ai tel interview à préparer, j'ai tel discours à écrire, j'ai telle étude à faire, j'ai telle recherche à faire. C'est ma vie, j'ai telle rencontre, je voyage énormément, je vais au-devant des populations. Enfin, en même temps, vous pourriez être, à passer 80 ans, je sais pas, vous pourriez être à la retraite, tout simplement, prendre du temps pour vous, oui, mais pour vos petits-enfants, voilà. Mais ça serait une façon de mourir si je m'intéressais plus à ce qui se passe autour de moi.
bon, de mes enfants, de mes petits-enfants. Bien sûr, ça fait partie de moi-même. Mais quand je dis autour de moi, c'est autour d'eux aussi. C'est-à-dire, nous, on fait un tout, on est une famille, et dans cette famille, il y a quelqu'un qui regarde et puis qui apprend à regarder aussi à ceux qui sont avec elle. Je ne vois pas à quoi je pourrais m'intéresser et donner un sens à ma vie si je ne me rendais pas à la Fondation tous les matins. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et est-ce que ça vous énerve quand les... c'est vrai, quand on entend parler de vous dans les médias, outre la promotion du livre, hein, bien entendu, on cite souvent vos amitiés avec des gens qu'on qualifie d'infréquentables, comme le sous-commandant Marcos, comme Fidel Castro, etc. On met beaucoup ça en avant parce que ça choque. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre que ça choque, mais ça choque. Et finalement, France Liberté, on n'en entend pas tant parler que ça. Est-ce que ça vous énerve qu'on mette en avant des informations qui vous paraissent peut-être moins importantes par rapport au combat que vous menez ? Alors, on ne parle pas beaucoup de France Liberté peut-être en France, quoi qu'on en parle de plus en plus, mais croyez-moi, dans le reste du monde sorti de l'Hexagone, on parle de France Liberté. Ça veut dire qu'en France, vous êtes... En France, il y a toujours cette espèce de voile de première dame de France qui occulte tout, et qui occulte ce que je suis réellement, et ce que je fais quotidiennement. Non, quand je suis à l'étranger, France Liberté a trouvé toute sa crédibilité. Et vous allez en Amérique latine, vous parlez de France Liberté, tout de suite on sait que ce sont les problèmes de l'eau potable, les problèmes des nouveaux indicateurs qui sont en priorité. Vous allez... Ils ne reçoivent pas l'ex-première dame de France. Non, ils reçoivent vous allez au Kurdistan, c'est Daniel Mitterrand, vous allez chez les Tibétains, c'est Daniel Mitterrand et sa fondation, c'est France Liberté. Croyez-moi, France Liberté existe. Et puis... bon. Si vous voulez bien, il nous reste 5 minutes d'émission. Je vous propose de terminer cette émission avec une série de petites questions, façon questionnaire de Proust, mais c'est pas le questionnaire de Proust, c'est un autre. Est-ce que vous avez une devise ? Comment ? Est-ce que vous avez une devise personnelle, une phrase que vous aimez bien ? Alors, je peux vous donner celle de France Liberté jusqu'à ces jours-ci, qui était l'homme libre et celui qui est l'autre à le devenir. Et depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, nous nous rendons compte en définitive que c'est très prétentieux que de se prétendre libre, parce que personne n'est libre. Et donc nous réfléchissons à une autre devise qui serait plutôt lancer un défi suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue en le poursuivant. Vous savez, c'est ce qu'on dit des rêves, ça. Avoir des rêves suffisamment grands, c'est de qui, ça ? Oui. C'est de William Faulkner. D'accord. Mais je ne veux pas utiliser le mot rêve parce que déjà on nous traite d'utopistes lorsque l'on parle de nos visées et du choix de société que nous faisons pour l'avenir, et que je ne veux pas m'assimiler à une utopiste ni à une rêveuse, parce que je ne suis ni une utopiste ni une rêveuse. Mais je lance un défi, et ce défi il est lointain, mais il ne peut pas être manqué, ce défi, parce que autrement ça serait une catastrophe pour l'espèce humaine. François Mitterrand, à la question quel est le plus beau mot de la langue française, avait répondu la vie. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à cette même question ? Le même. Je dirais aussi la vie. La vie, le vivant, pas seulement la vie de l'homme, la vie de l'humanité, mais le vivant, l'arbre vivant, le renoncule, le bouton d'or, la tulipe, l'abeille, le crapaud, ce qui vit sur Terre et qui anime la Terre. Qui inviteriez-vous au repas idéal ? Qui j'inviterais ? Tout siècle confondu, hein ?
Une personne? Oh ben non, plusieurs. Ben non, un repas. Oh, je crois que j'inviterai celui qui passe. Ah oui, vous n'iriez pas rechercher les morts? Non, j'inviterai les gens que je croise dans la rue et dont on croise le regard, auquel on a envie de sourire. Qu'est-ce que vous voudriez transmettre aux plus jeunes? Je ne sais pas quel âge, le plus jeune de la famille Mitterrand, mais... Le plus jeune de la famille, c'est mon arrière-petit-fils. Qui a quel âge? Qui a 2 ans et demi. Ouais. Je voudrais... Il s'appelle comment, son prénom? Ilan. Ilan. Qu'est-ce que vous voudriez lui transmettre à Ilan? Je voudrais lui transmettre le monde auquel j'aspire, c'est-à-dire ce choix de société pour lequel nous travaillons, parce que je ne lui souhaite pas de vivre dans le monde que l'on nous prépare. Et puisque l'émission se termine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Danielle Mitterrand, à vous personnellement? À moi personnellement, de garder suffisamment d'énergie et de santé pour pouvoir être au rythme de ce qu'il y a dans ma tête et qui est là, ça a toujours 17 ans. Mais le corps, un jour, ne suivra plus et ça sera mon plus grand désespoir. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous remercie d'être venu vous confier un petit peu dans VIP, à KTO. Puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à vous. Ne bougez pas.